Voilà, donc on met un petit peu le doigt sur le livre, puisque c'est ça, et donc des livres dont les auteurs sont ici, ce soir. Serge Portelli et Marine Chanel, La vie après la peine. Voilà, tous ces livres, vous pouvez les retrouver bien sûr au salon là-haut. Ce sera un petit peu tard tout à l'heure, mais bon, vous les retrouverez aussi en librairie. De Francis Chateau-Renaud, Josquin de Base, Au bord de l'irréversible, sociologie pragmatique des transformations. De Juan Branco, L'ordre et le monde critique de la Cour pénale internationale. Et de Daniel Ibanez, Lyon-Turin, Les réseaux des rails, Lettres aux juges. Et deux petites lectures pour commencer. Donc très brièvement, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que vous connaissez presque tous par cœur, je pense. L'article 11, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et puis, on a voulu un petit peu mettre un petit sourire dans le côté un peu sombre des sujets de ces tables rondes, et c'est pour ça que je lis un extrait assez court de Lyon-Turin, Les réseaux des rails, Lettres aux juges de Daniel Ibanez. Vous allez voir, vous allez comprendre. Il est présenté en 2011 par les rencontres internationales des PPP, donc partenariat public-privé, comme faisant partie des personnalités très impliquées dans le déploiement des PPP. L'année précédente, en 2010, les rencontres internationales des PPP lui décernaient le prix du visionnaire. En 2011, Hubert Duménil reçoit à nouveau un prix PPP France à titre individuel qui récompense, entre guillemets, un engagement fort en faveur des PPP pour le projet LGV Bretagne-Pays de Loire, le prix de la France à grande vitesse. Les lauréats sont nombreux. Édition 2011. Les prix PPP France, les prix individuels récompensant un engagement fort en faveur des PPP ont été remis à Dominique Perben, ancien ministre et président de l'AFITF, pour son action au sein de cette agence structurante dans le financement des infrastructures de transport, prix de l'Europe durable en route. Christian Estrosi, ancien ministre et maire de Nice, pour son projet de stadium, prix de l'Euro 2016. Hubert Duménil, président de RFF, pour le projet de LGV Bretagne-Pays de Loire, prix de la France à grande vitesse. Jean-Pierre Weiss, directeur général de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice pour les projets de tribunaux et prisons, le prix de la justice éclairée. Sylvie Faucheux, présidente de l'Université Saint-Quentin-en-Yvelines, prix de la présidente engagée. Charlotte Lavie d'Hautefort et Doris Chevalier, ancienne chargée de mission financement à la MAPPP, prix de la relance par le financement. J'en ai bientôt fini. La préfecture de police de Paris pour la vidéoprotection, prix de la sécurité assurée. Le Conseil général de la Gironde pour le haut débit, prix de l'avenir en marche. Le Conseil général de la Manche pour son CPE, prix du département durable. Le Conseil régional de Lorraine pour la rénovation de ses lycées, prix de la performance énergétique. La ville de Bougival pour son CPE mixte, prix de la complexité maîtrisée. La ville de Chaumont pour la rénovation de son éclairage public, prix de la ville lumineuse. Je ne résiste pas au plaisir de reprendre les intitulés des prix décernés. Prix de l'avenir en marche, prix de la complexité maîtrisée, prix de la ville lumineuse, prix de la relance par le financement, prix de la présidente engagée, prix de la justice éclairée, prix de l'Europe durable en route. Je vous livre quelques autres intitulés démontrant la finesse d'esprit. Les amis africains ne sont pas oubliés, avec le prix du pays engagé pour le ministre des Finances ivoirien, le prix du volontarisme affiché pour le ministre des Finances marocain et même un prix du pédagogue pour le directeur général de BMCE Capital au Cameroun. Pour le ministre d'État congolais, le prix du volontarisme et pour ETDE, groupe Bouygues, celui de l'électrification en Afrique. Ne trouvez-vous pas, Monsieur le Président, qu'il manque le prix du grand timonier ? Je vous avoue qu'à chaque fois que je lis engagé, maîtrisé ou éclairé, dans l'intitulé de ces prix, une petite voix me susurre « Par qui ?»
Merci, ça fait un petit peu quand même autopromotion, mais bon, j'en suis désolé, mais c'est vrai que ces partenariats public-privé m'ont un petit peu surpris. Revenons à la protection du lancement de l'alerte. Vous aurez noté que donc cette rencontre ne s'appelle pas protection des lanceurs d'alerte, mais protection du lancement de l'alerte. Pourtant, les lanceurs d'alerte sont bien les victimes, et nous avons pourtant choisi ça. Et alors, de manière à ce qu'on essaye peut-être de purger les points les uns derrière les autres, revenons sur, parce que si on ne sait pas ce qu'on protège, tant qu'à faire, autant le définir. Donc ce mot alerte, comment le définir peut-être précisément, parce que lanceur d'alerte, là il y a plein de gens qui nous ont posé des questions, des journalistes, etc. Mais alors ces lanceurs d'alerte, est-ce que c'est une vocation, etc. etc. Et je me suis rendu compte qu'il fallait finalement redécomposer la formule et reparler de ce mot alerte, reparler de ce mot lanceur. Alors, à tout seigneur, tout honneur, Francis Chateau-Renaud, qui en est, entre guillemets, l'inventeur, en tous les cas, celui qui a défini cette formule. Voilà, ce mot alerte, dans cette formule, il recouvre quoi? Merci. Alors déjà, merci pour l'invitation. Hein. C'est la deuxième, donc je vais devenir addict. Attention. Non, merci pour tout ça, quoi. Déjà, avoir créé ce lieu, enfin dans ce lieu, cet événement, et avoir le faire tenir, le développer, je trouve ça c'est magnifique. Bon, ça c'était bon, la formule d'introduction. L'alerte, si vous voulez, ça a un sens précis par rapport à tout système qui cherche à se prémunir contre les dangers. Moi, j'avais mis la pagaille dans un débat au Sénat. Excusez-moi, je dois faire une annonce avant, j'ai oublié de la faire. Cette rencontre, comme les autres, est filmée. Elle est rediffusée sur Internet. Pardon, je devais le dire à tout le monde. Donc, si des gens ne veulent pas intervenir, etc., voilà, tout ça est enregistré et diffusé en streaming sur Internet. Pardon, Francis Chateau-Renaud. Non, les interruptions aujourd'hui, c'est banal. Non, j'avais dans un débat au Sénat qui avait lieu en 2008. Dans la foulée du Grenelle de l'environnement, il y a eu une grande journée sur les lanceurs d'alerte et l'expertise, organisée en particulier par Corinne Lepage et Marie-Christine Blandin, qui à l'époque portait cette question beaucoup. Et j'avais été chercher des travaux d'éthologues qui montraient que dans les sociétés de singes, il y avait des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire à la fois des sentinelles et en même temps un système de signes qui permettait notamment d'apprendre petit à ne pas lancer l'alerte tout le temps. Parce qu'évidemment, sinon, il fallait courir d'un arbre à l'autre, enfin, vous voyez le truc, parce qu'il y avait un danger. Alors le danger, ça peut être un serpent, un prédateur, un humain, etc. Et donc, dans toutes les formes de société, il y a toujours eu comme ça des vigiles, des vigies, des sentinelles, des surveillants, des oracles aussi parfois, hein, pour essayer de deviner un peu ce qui peut arriver de pire ou de mal. Et donc, c'est ça. Déjà, la première définition de l'alerte, c'est ça, c'est être en alerte, en état d'alerte. Hein, c'est ouvrir un moment de vigilance, se mettre à être attentif aux choses. Et au fond, c'est un rappel en général de réalité, de réalisme, dans des mondes où très souvent on s'éloigne. Hein, on prend des transports sans plus penser du tout aux infrastructures qui nous transportent, hein, n'est-ce pas? Une fois qu'on est lancé sur un TGV, on a oublié le conflit TGV Méditerranée. Moi qui fais beaucoup Paris-Marseille, il se trouve que j'ai travaillé sur ce conflit, donc je m'en rappelle, mais aujourd'hui, voilà, on est content quand le train arrive à l'heure. Pendant 10 ans, il y a eu un conflit sur le tracé, sur la nécessité de cette ligne. Et donc l'alerte, c'est une manière de réveiller au fond très souvent des choses oubliées, délaissées, négligées, méprisées. Ça peut être l'état d'un immeuble, hein, ça peut être un pont, ça peut être une centrale nucléaire, ça peut être une institution. Ça peut être un système de contrôle, d'échanges financiers, toutes sortes de choses. Et donc tombe sous l'alerte aujourd'hui beaucoup de domaines. Alors évidemment, on peut partir du climat et finir avec effectivement une rue un peu délaissée dans une ville pourtant beaucoup investie, comme Marseille ou ailleurs. Voilà. Serge Portelli, donc vous étiez magistrat. Il y a plusieurs micros, hein, vous pouvez... le mot alerte, je ne sais pas si dans votre parcours professionnel vous avez eu à juger des affaires ou à apprécier des affaires dans ce domaine-là, mais quel est ce sens dans cette formule du lancement de l'alerte sur ce mot? J'ai commencé mon métier alors que les lanceurs d'alerte n'existaient pas officiellement. Donc c'est ça qui est un peu curieux, c'est que je vous ai écouté attentivement.
J'espérais un peu plus, je dois vous dire, mais je pense que vous allez vous venger après. Ça va venir, bah oui, je m'en suis sûr. Mais l'un des problèmes les plus importants du lancement de l'alerte, c'est qu'on n'a pas de définition certaine. Malgré tous les efforts certains et nombreux et anciens pour savoir exactement ce que c'est et qui c'est. Voilà. Donc en France, effectivement, on a une définition légale qui a fini par arriver au bout de quelques années de pratique, quelques dizaines d'années de pratique. C'est une loi de 2016. Mais la définition qui est donnée par la loi est contestée déjà, assez restreinte, et encore plus restreinte parce qu'une fois que la notion de lanceur d'alerte est définie, il y a immédiatement des exceptions, et ces exceptions sont absolument catastrophiques. Donc, dans la pratique, il y a effectivement dans la justice un certain nombre de décisions qui ont été rendues par différentes juridictions européennes ou françaises à différents niveaux, mais on est dans un domaine qui est très récent en fait. On peut dire que ça date au maximum une trentaine d'années, quoi. Donc on n'est pas encore vraiment complètement certain de ce qu'est le lancement d'alerte. Alors effectivement, on peut dire que c'est tous les systèmes qui permettent d'attirer l'attention sur un problème écologique, industriel, technologique, un problème lié tout simplement au respect des droits de l'homme. Donc c'est vraiment très très vaste. Et c'est aussi bien au niveau, j'allais dire, macro, qu'au niveau micro, même très très micro, puisque vous avez aussi bien des problèmes qui concernent l'ensemble de la planète, le climat ou des produits industriels défectueux qui inondent le marché planétaire. Et puis ça peut aller aussi bien au niveau d'une entreprise, au niveau d'une petite structure, vraiment même d'une PME. Et donc vous avez tout ce qu'il y a entre ces deux extrêmes. C'est extrêmement vaste. Mais ce qu'on peut dire peut-être pour faire avancer le débat, c'est qu'il y a différentes quand même conceptions du lanceur d'alerte. Et qui sont, à mon avis, très très opposés. Sous le contrôle du grand spécialiste et du père de la question, je dirais pour moi qu'il y a, j'allais dire, une conception un peu anglo-saxonne, voire américaine, du lanceur d'alerte, parce que les États-Unis nous ont précédés dans la définition et même dans l'existence, j'allais dire, juridique en tout cas, du lanceur d'alerte. Et effectivement, on a une conception, j'allais dire, économique du lanceur d'alerte, enfin c'est comme je le vois moi, qui est là, le lanceur d'alerte, c'est effectivement quelqu'un dans cette vision-là, qui fait partie du monde économique, et qui est là, assez paradoxalement, c'est mon opinion, pour le faire mieux marcher, dans tous les sens du mot marché d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui va dénoncer des dysfonctionnements dans le circuit et dans le marché économique, des histoires de corruption au sein des entreprises ou des dysfonctionnements dans le milieu boursier. Voilà. Et là, assez logiquement d'ailleurs, le lanceur d'alerte, c'est quelqu'un, j'allais dire, qui fait partie du système. Parce qu'une des conceptions du lanceur d'alerte à l'américaine, c'est qu'il est payé. Et du coup, enfin ça on ne le dit pas assez, mais le lanceur d'alerte, finalement, il a intérêt à dénoncer. Enfin, c'est finalement un des acteurs économiques du monde capitaliste, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que s'il dénonce bien, et s'il ne se fait pas taper sur les doigts, évidemment, il va gagner. Il va gagner parfois au pourcentage de la fraude ou de la fraude qu'il a dénoncée, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc c'est vraiment très très loin de ce qu'on peut penser. Le lanceur d'alerte, ça peut être un métier très rémunérateur. Voilà, c'est quand même assez bizarre. Et donc pour terminer, pour dire... Dans le droit anglo-saxon. Dans le droit anglo-saxon, oui, c'est bien ce que je disais. Il y a deux systèmes, deux visions du lancement d'alerte qui sont très différentes. Évidemment,
Entre les deux, il y a beaucoup de possibilités. Et l'autre conception, là toujours sous votre contrôle, que j'appellerais plutôt une conception européenne, ça part de l'idée que dans tous les domaines, il y a des lois, il y a des règlements, mais il y a au-dessus de cette réglementation, il y a des principes supérieurs. Voilà. Et ça, c'est une notion qui existe depuis longtemps, puisqu'on a cité tout à l'heure la Déclaration des droits de l'homme de 1789, mais on peut dire que ça s'est quand même surtout concrétisé après la Seconde Guerre mondiale. Et là, on a eu une éclosion de ce qu'on appelle les déclarations de droits, et on n'a pas fini d'ailleurs, heureusement, avec cette vision des choses. Et l'idée principale, c'est que même si vous avez une loi nationale, même si vous avez, j'allais dire, un règlement intérieur d'une entreprise, peu importe, en tant que citoyen, vous êtes toujours habilité à invoquer un principe supérieur de l'humanité, j'allais dire, qui peut contredire une loi française, un règlement, un décret, un règlement intérieur d'entreprise. Voilà. Et ça, c'est quand même, j'allais dire, radicalement différent de la première conception américaine, où finalement le lanceur d'alerte est un acteur économique. Là, pas du tout. J'allais dire, le lanceur d'alerte dans la conception européenne est un citoyen engagé qui prend des risques. Voilà. Et vous voyez bien que la définition est radicalement différente. Parce que, effectivement, les exemples qu'on peut vous donner ici, en France et en Europe, c'est plutôt des gens qui ont essayé de combattre des systèmes, des lois, des pratiques qui étaient évidemment très contestables au regard des règles du droit international et qui ont pris des risques très très importants au péril parfois de leur vie, au péril de leur santé, au péril du milieu dans lequel ils vivaient. Voilà. Et donc pour terminer, j'allais dire, il y a peut-être une autre conception que j'aimerais bien voir éclore un de ces 4 matins, c'est qu'il y a aussi bien dans le système américain que dans le système français ou européen une énorme lacune qui me paraît vraiment tragique, c'est qu'il y a toujours l'exception dans toutes les règles de la défense nationale. Et ça, on ne le dit pas assez, je trouve, parce que si vous questionnez un peu dans la rue, vous demandez aux gens c'est quoi le lanceur d'alerte ? C'est quoi, voilà. Moi, j'ai fait l'expérience, depuis quelques mois, je savais que j'étais invité ici. Donc, j'ai posé comme ça les questions à mon entourage, où il y a beaucoup de gens qui sont dans le droit, comme ça. Et ils me disaient, le lanceur d'alerte, c'est quoi ? En fait, ils ne savaient pas répondre. Ils ne connaissaient pas. Par contre, ils avaient tous vu des films. Ils avaient vu Snowden, ils avaient vu Pentagon Papers, ils avaient vu... voilà. Et en fait, ce à quoi nous pensons tous immédiatement, c'est les gens qui, alors là, au péril vraiment de leur vie et au sens large, dénoncent des atteintes, mais gravissimes, à l'ordre démocratique mondial, avec des Snowden, enfin, vous voyez de ce qu'il a dénoncé ou d'autres. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a dans l'humanité de pire. Parce que là où vous trouvez le plus de victimes, c'est effectivement les accidents sanitaires, les accidents technologiques et d'autres. Mais ce sont les guerres. Ce sont les guerres qui font le plus de victimes. Et là, on sort de la commémoration de la guerre 14-18, où on a dit, il y avait, oui, effectivement, il y avait 9 millions de morts, il y avait 9 millions de victimes civiles, voilà, enfin... C'est des chiffres, à la fin, on finit même plus savoir qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Hein. Mais moi, et puis on honore presque le maréchal Pétain, quoi. Mais moi, je voudrais savoir, c'était qui les lanceurs d'alerte pendant la guerre 14-18 ? C'était pas les Français, les soldats qui voulaient pas faire la guerre, qui se sont fait fusiller sur l'ordre, d'ailleurs, du maréchal Pétain ou d'autres gens comme ça. Voilà. Donc, enfin, bon... Très vite pour terminer, s'il y a bien un domaine dans lequel il faudrait vraiment bousculer complètement toutes les législations, quel que soit
l'opinion ou la version qu'on a du lanceur d'alerte, c'est tout ce qui touche à la défense nationale. Parce que c'est là où les dangers sont les plus massifs. Dans un pays où il y a quand même... on vit dans une guerre de la terreur. Enfin, je rappelle rapidement qu'on vit avec un nombre de pays qui ont l'arme nucléaire assez impressionnant, où on peut tous disparaître du jour au lendemain. Comme ça. Enfin voilà, le véritable problème il est là. Des guerres, il y en a dans tous les coins. La France, elle produit des armes à plus savoir qu'en faire. Et dans tout ça, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y aurait pas de place pour les lanceurs d'alerte. Enfin, voilà. Enfin, alors, Juan Branco, ce mot alerte, parce que s'il y a des lanceurs d'alerte, il faut d'abord qu'il y ait l'alerte. Donc voilà, ce qui m'intéressait, c'était un peu de définir ce mot, puisque savoir ce qu'on lance finalement. Juan Branco est avocat, il est aussi conseil de Julian Assange, mais je vais vous laisser vous présenter parce que ça sera bien mieux fait que par moi-même. On peut s'en tenir là, mais... oui, enfin, c'est vraiment une question qui est beaucoup trop large parce que je pense qu'elle engage la subjectivité de chaque société, c'est-à-dire qu'est-ce qui est défini à un moment comme politiquement problématique. En fait, c'est une question. Le problème, c'est qu'on essaie et je pense que c'est le problème des législations sur les lanceurs d'alerte aussi. Du coup, c'est qu'on essaie de définir juridiquement un problème qui est avant tout politique. C'est-à-dire où est le lanceur d'alerte, ça va être la personne qui va montrer une tension dans un ordre existant, dans lequel justement l'ordre, qu'il soit juridique, normatif, économique ou autre, ne va plus être en accord avec des valeurs qui sont censées dominer dans une société. Et donc à partir de là, évidemment, cette tension, elle va être reçue avec plus ou moins d'acceptation dans la société, parce que la personne qui va lancer l'alerte va elle-même être plus ou moins en accord avec le sentiment général, et du coup cette personne-là va être reconnue comme plus ou moins légitime à avoir effectué ce geste. Or, la définition, enfin le problème de toute définition normative, c'est-à-dire de la construction d'une loi, c'est qu'elle va essayer de figer dans le marbre des critères objectifs. Elle va essayer d'objectiver une situation et de la laisser déterminer sur le long terme. Or, évidemment, du coup, elle va avoir beaucoup de difficultés à prendre en compte cette fluctuation ou à ne pas la laisser en fait à l'appréciation des juges, c'est-à-dire in fine à une forme d'arbitraire ou dans le sens où justement la loi ne serait trop vague et ne permettrait pas justement au juge de s'appuyer sur des critères précis pour décider de protéger telle personne ou telle personne. Et du coup, éventuellement, évidemment, avec les problèmes que connaît la justice en France, la dépendance du parquet par rapport à l'autorité politique, au gouvernement, enfin, toute une série de risques de dérive qui feraient que les personnes qui se seraient engagées à travers les dispositifs de la loi Sapin 2, donc la loi dont vous parliez, qui a été adoptée en 2016, qui y croiraient, en fait, et qui du coup décideraient de lancer l'alerte en respectant tous les critères cumulatifs qui sont extrêmement exigeants, pour ne pas dire complètement absurde, afin de pouvoir avoir une protection juridique. Donc d'abord prévenir son supérieur hiérarchique, attendre X mois avant d'aller vers la presse si tel et tel critères sont remplis, etc. Enfin, je ne vais pas vous refaire la litanie des exigences juridiques. Cette personne-là, donc qui croirait que en fait elle est protégée objectivement, risque en fait d'être complètement sacrifiée parce que justement elle sera laissée sa démarche sera laissée à l'appréciation de la subjectivité judiciaire, et à partir de là d'une subjectivité judiciaire qui est beaucoup trop large ou alors beaucoup trop encadrée par toute une série de critères beaucoup trop restrictifs, qui ferait qu'in fine évidemment la démarche fera qu'on trouvera une existence broyée sans résultat, parce qu'elle n'aura pas réussi à faire connaître le mal qu'elle voulait révéler. Donc, par exemple, Wikileaks se met complètement à l'écart des définitions qui ont été adoptées, des procédures existantes. D'une part, en effet, parce qu'elle prévoit, marginalement, mais c'est important aussi, parce qu'elle prévoit en effet des exceptions relatives à la défense nationale. Alors, comme vous le disiez, les lancements d'alerte les plus importants de ces dernières années touchent aux intérêts de la défense nationale, qui sont très larges. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais enquêté avec le monde diplomatique sur Areva. J'étais parti au Centrafrique pendant un certain temps, et j'étais allé voir les mines, en fait, qui ont été rachetées dans le cadre de l'affaire Uramine, où, en gros, 1,8 milliard d'euros d'argent public a disparu du jour au lendemain dans un circuit de corruption et probablement de rétrocommission qui a été mis en place. Eh bien, les activités d'Areva dans ce domaine sont protégées par le secret défense. Pourquoi ? Parce qu'Areva, même si ça touchait au nucléaire civil, Areva fait aussi du nucléaire militaire,
Et donc à partir de là, on a une extension du domaine du secret défense qui fait qu'il est quasiment impossible d'enquêter sur cette entreprise. Donc cet exemple, pour vous montrer qu'en fait, la défense nationale, de toute façon, à nouveau, va être un critère qui va être appliqué de façon plus ou moins subjective et qui va permettre de protéger des domaines beaucoup plus larges et de couvrir en fait des activités malfaisantes dans bien d'autres espaces. D'autant plus que maintenant, en fait, on a des lieux carrément qui sont protégés par le secret défense en France, et même plus forcément des documents. Donc je referme cette parenthèse, mais pour vous dire, enfin, on ne va pas épuiser le débat, mais pour vous dire vraiment qu'il faut vraiment prendre en compte cette tension entre tentative d'objectivation par la norme et subjectivité nécessaire, parce que c'est une démarche politique, le lancement d'alerte, c'est une démarche éminemment politique, et qui va en fait pouvoir être validée ou non selon qu'elle rencontre un sentiment majoritaire ou alors un sentiment minoritaire suffisamment structuré, c'est-à-dire des associations, des organisations qui vont être capables de porter, de soutenir cette parole, de la défendre, y compris alors que le sentiment majoritaire à cet instant-là va à l'encontre de la démarche indiquée, pour à terme réussir à convaincre l'opinion publique et la convaincre du bien fondé de la situation. C'est ce qui s'est passé avec Snowden, où dans un premier temps, il y avait eu un fort rejet de la part de l'opinion publique américaine à l'égard de sa démarche. Et en fait, à force d'insistance, on a fini par réussir à faire comprendre que en fait, ce qu'il avait fait était très important, non seulement pour le reste du monde, donc pour nous, mais aussi pour les citoyens américains eux-mêmes. Merci. Alors, je vois que vous avez un peu débordé sur ma question, parce que je m'étais contenté de parler du mot alerte, et vous êtes tous les trois intervenus sur le lancement ou sur les lanceurs d'alerte. J'avais, pour moi, en tous les cas, une définition qui aurait pu être que l'alerte est finalement une information publiée d'une gravité telle pour l'intérêt général qu'elle nécessite d'être portée à l'attention du public et qu'elle nécessite surtout une réponse de la société. Voilà, c'était pour moi en tous les cas une idée. Est-ce que vous avez, est-ce que cette définition qui m'est personnelle vous choque sur le mot alerte? Alors, en tant que citoyen, non, mais en tant que sociologue, forcément un peu. Parce que vous fixez l'intérêt général, fixez le public, fixez l'information, c'est un peu difficile. Moi, je travaille sur des cas où il n'y a pas de consensus sur, par exemple, un risque, où l'alerte va cheminer, elle va sortir, elle va tomber sur des communautés scientifiques qui vont se déchirer, s'entre-déchirer pour savoir si oui ou non les faibles doses de radioactivité produisent des leucémies, si il y a un danger sur tel type d'usage des OGM, si la biodiversité est véritablement affectée par tel ou tel type de polluant, etc., etc. Je travaille beaucoup sur ces cas-là. Alors c'est vrai que c'est une voie et c'est pas l'ensemble des problèmes. Mais où la question qui me gêne d'ailleurs dans la loi Sapin 2, et je partageais d'ailleurs le diagnostic de ceux qui avaient fait la loi de 2013 sur le lanceur d'alerte sanitaire et environnemental, c'est-à-dire que du coup l'incertitude, et d'ailleurs ce qui était lié au principe de précaution, a été complètement sacrifié dans la manière de définir la gravité nécessaire. Hein, ça fait partie des critères qui pèsent sur le lanceur d'alerte, qui doit arriver avec des preuves en béton. Or, très souvent, on n'a évidemment pas tous les éléments, sinon on n'est plus dans une logique d'alerte, d'une certaine manière, on est déjà dans une enquête. Il y a des changements de régime, pour moi, qui sont importants. Donc, j'en viens à cette idée d'intérêt général. Ça a été très bien résumé par Serge Portelli. Là. Il y a plusieurs niveaux de jugement qui viennent s'articuler ou se désarticuler. Hein. Il y a des lois, il y a des textes, il y a des directives, il y a des principes fondamentaux, et il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des biens communs ou des valeurs universelles, des choses universelles pour qui. Enfin, voilà, bon, moi je travaille beaucoup en Amérique latine, hein, donc vous n'avez pas les mêmes conceptions de la nature, par exemple, hein, pour aller vite, ou des droits d'une rivière, ou de la manière dont vous la pensez, etc. Et donc, l'alerte, pour moi, une alerte réussie, c'est une alerte qui vient questionner non seulement les jeux de pouvoir, les institutions, les normes qui servent à réguler les sociétés en question, donc effectivement à réguler le système d'une certaine manière, mais justement à questionner aussi les principes fondamentaux. Et parfois, une alerte fait surgir de nouvelles valeurs, de nouveaux biens, et les fait monter dans la hiérarchie d'une certaine manière des communs ou des choses communes. Et je trouve que c'est important de le voir comme ça aussi en dynamique, parce que sinon, ça veut dire qu'on aurait un ensemble de valeurs et d'intérêts collectifs préfixés, préétablis. Et vous savez que ce qui est gênant dans la loi Sapin 2, c'est que justement, le lanceur d'alerte doit viser l'intérêt général. Et il doit s'adresser à sa hiérarchie ou aux autorités. Donc, c'est-à-dire, en gros, le représentant de l'intérêt général, c'est le préfet.
Alors, je ne veux pas parler à des gens qui ont connu les interactions bizarres qu'on a avec ce genre de personnages. Moi-même, hein, j'ai fait beaucoup de niveaux d'enquête où je me suis retrouvé embarqué dans des trucs, embarqué même tout simplement. En sociologue, on n'évite rien, forcément. Ce que je veux dire, c'est qui définit l'intérêt général, c'est effectivement, là je rejoins tout à fait Juan Branco, c'est une question politique, éminemment politique. Alors, politique, il peut parfois prendre des dimensions plus ou moins éthiques et morales, on va dire, parce qu'il y va aussi de notre conception de la liberté. Moi, je sais qu'une fois, j'avais présenté l'affaire Snowden à des anti-OGM dans un débat tout à fait sympathique à la campagne. Ça devait bien se passer, et puis ils m'ont dit non, Snowden surtout pas, c'est typiquement l'individualisme américain, c'est pas du tout notre définition des lanceurs d'alerte. Donc ça rejoint effectivement la remarque sur il y a un champ, il y a une tension. Avec ça, on ne croit pas qu'il ait été rémunéré là pour le coup. Non, moi je défends tout à fait l'idée justement qu'il y a une pluralité de chemins, il y a une pluralité de manières de construire l'objet de l'alerte, de surmonter les tensions à la fois morales et politiques, mais aussi cognitives. Parce qu'au fond, il y a un autre axe qui est important, c'est des alertes qui portent sur des choses qu'on connaît déjà. Au fond, on sait normalement stabiliser des immeubles ou des ponts, il y a des problèmes de maintenance, il faut être sérieux, etc. Ou des médicaments, voilà, etc. Et puis il y a des choses, moi j'ai beaucoup travaillé sur la vache folle en 1996, et notamment avant la révélation anglaise qui a dit « ça passe à l'homme », c'est-à-dire que ça passe de la vache à l'homme. Rappelez-vous, le 22 mars 1996, alors, ce qui est drôle, c'est que les étudiants, on leur parle de ça, ils ne connaissent plus parce que les étudiants sont de plus en plus jeunes. Donc, je leur parle d'un truc. C'est vraiment difficile. C'est classique, ça. Mais quand on l'a vécu, c'est-à-dire qu'on a, en quelques jours, en fait, tout a vacillé. Hein, rappelez-vous cette crise absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait un doute tout à coup sur tout. Ça c'est allé jusqu'au rouge à lèvres, puisqu'on avait découvert qu'il y avait des dérivés du bœuf dans les cosmétiques. Après, il y avait évidemment le précédent du sida, donc il y avait la transfusion sanguine, le prion passait partout, le prion était partout, et on avait donné, évidemment, les vaches s'auto-dévoraient, hein, c'était le fameux truc qui ramenait à une vieille affaire, qui était l'affaire du Kourou, hein, qui avait une maladie dégénérative du cerveau, qui était donc Creutzfeldt-Jakob déjà, avait été identifiée chez des communautés qui avaient tendance à manger la cervelle de leurs ennemis, ce qui n'était pas top, hein, bien sûr. Et donc, on avait comme ça, tout à coup, toute une représentation du monde qui vacillait. Et ça s'est joué pendant 2 ans, en 96, 98. Après, ça s'est un peu calmé quand le nombre de cas a fini par baisser. Donc, moi, je travaille sur ces zones grises où il n'y a pas forcément de personnages en position de tout savoir. Les scientifiques sont pris en flagrant délit, au fond, d'ignorance. Alors, parfois, ces ignorances sont fabriquées. J'en profite pour signaler un bouquin qui n'est pas sur les tables d'un collègue philosophe de l'ENS, de l'École normale supérieure, qui s'appelle « Science et territoire de l'ignorance » de Mathias Girel, où il travaille justement sur à la fois comment les sciences travaillent les limites de leurs connaissances et en même temps comment on peut fabriquer de l'ignorance en recouvrant évidemment, en disant mais le glyphosate, non, etc. Et en faisant évidemment de la science fabriquée au service d'intérêt. Donc on voit bien que les deux polarités peuvent se recouvrir, mais c'est des processus longs et complexes. D'accord, donc... J'espère que j'ai été un peu plus... Je suis moins bavard que vous. Alors, je comprends bien et je crois qu'effectivement, c'est une question intéressante, là, cette subjectivité dans l'appréciation et l'évaluation de l'intérêt général, de l'information, de la gravité de l'information. Donc là, effectivement, on comprend bien qu'il y a une discussion, mais là est la centralité du débat qui va finalement être un débat très fréquemment judiciaire d'ailleurs, sur est-ce qu'il a lancé une alerte ou est-ce que c'est pas quelque chose qui finalement ne mérite pas d'être publié, etc., etc. Alors dans votre propos, Francis Chateau-Renaud, vous venez de dire que effectivement cette loi Sapin 2 propose d'en référer, vous le disiez aussi Juan Branco, d'en référer à une tierce personne, la personne détenant l'information finalement, n'ayant pas forcément qualité à pouvoir évaluer les conséquences de la publication de cette information. Donc on préfère que ce soit un tiers. Et si on a lu l'article 11 tout à l'heure, c'est parce que il nous plaît ici, en tous les cas, de rappeler qu'il n'y a pas d'exercice de la liberté d'informer ou de s'informer, article 10 de la déclaration de la Convention européenne des droits de l'homme, sans responsabilité. Et donc, là, je voulais vous poser cette question. Ensuite, finalement, peut-on exiger d'une personne qui détient une information
pour botter en touche sur l'appréciation générale de l'intérêt général et de la gravité, qu'elle considère elle-même d'intérêt général et d'une gravité suffisante pour être portée à la connaissance du public, est-ce que cette personne, notre société, doit lui demander de la transmettre à un tiers parce que lui, citoyen, contribuable, on va dire, dans ce cas-là, parce qu'on reviendra sur cette notion de citoyenneté, mais en tous les cas, contribuable n'aurait peut-être pas la compétence. Serge Portelli, c'est cette idée de devoir transmettre à un tiers l'information. Transmettre à qui? C'est vraiment la question de base. Alors, un tiers, effectivement, mais comme vous le disiez tout à l'heure, dans la loi, il y a une graduation. Je pense que c'est quand même important d'y revenir, parce que c'est un des débats les plus importants du lancement d'alerte. Vous constatez quelque chose qui vous semble irrégulier, dysfonctionnant, violant tous les principes. Enfin bon. À qui vous devez vous adresser? Alors moi, ce qui m'a toujours paru mais vraiment fou dans la loi, c'est que on vous dit, bah, écoutez, je sais pas, vous êtes dans une entreprise, vous avez trouvé qu'effectivement, ou dans un laboratoire, tel produit présentait un danger. Eh bien, la première personne à qui vous devez vous adresser, c'est celui qui est en charge de produire, d'organiser, de gérer tout ça. C'est, j'allais presque dire c'est comique, mais je trouve ça tragique. Enfin, c'est absurde. Voilà. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui va prendre un risque, parfois vital, et quand je dis vital, c'est pas rien. Enfin, moi, je pense aux journalistes qui se font assassiner en série, que ce soit en Turquie ou dans les pays de l'Europe. Ou aux personnes qui publient des informations en Corse, je le disais hier avec le groupe Imouvrini, qui oui. Peuvent se trouver voilà. sous des menaces. Voilà. Donc, Snowden, il n'avait pas téléphoné au secrétaire d'État à la sécurité pour dire, écoutez, finalement, il faudrait peut-être que je vous informe, vous d'abord. D'ailleurs, Reality Winner, qui est enfermé aujourd'hui, le sait. Oui, voilà. Donc, mais ce que je dénonce comme étant totalement absurde, c'est la loi française. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'il y a dans la loi. Enfin, cette loi, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. On ne peut pas demander au lanceur d'alerte de s'adresser d'abord à son supérieur hiérarchique. C'est impossible. Et c'est même, je veux dire, c'est presque une loi contre le lancement d'alerte. Enfin, je veux dire, faut être clair. Si on a envie, si on est lanceur d'alerte et qu'on se dit, bon, je vais sur le site qui explique ça, et puis il y a marqué qu'il faut d'abord que je m'adresse, alors il faut d'abord qu'il ait un certain temps pour étudier la question, pour lire la loi en entier, pour réfléchir. Qu'il en soit capable. On avait juste avant une table ronde sur les salariés. Moi, salarié lanceur d'alerte, je ne suis pas sûr que Karim, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais que Karim Ben Ali soit en mesure d'apprécier la portée de la loi, que Mauricio, qui n'est pas là, qui est parti, qui a dénoncé les abattoirs de Limoges, soit capable de le faire. Enfin, il y a une certaine... Mais ça ne se passe pas comme ça, en fait. Le lanceur d'alerte, généralement, au départ, sauf dans les débats scientifiques importants, c'est quelqu'un qui est pris par un mouvement d'indignation. Voilà. On pourrait dire que c'est un des indignés. Enfin, on peut le classer dans cette catégorie-là, même s'il y a des différences. La référence à Stéphane Hessel n'effraie personne ici. Oui, c'est pour ça que j'en parle. Donc voilà. Mais ce mouvement d'indignation, au départ, c'est pas la conception de M. Sapin. M. Sapin qui vit qui est dans la politique depuis très longtemps, qui connaît très bien le droit, qui est entouré de sociétés de conseil, d'avocats, tout ce qu'on veut. Voilà. Lui, son premier temps, ça veut dire bon, je vais demander à tel cabinet d'avocats de me faire une note, et puis on verra ça dans 3 semaines, et puis une fois qu'il aura un dossier bien comme ça, il prendra position. La loi est conçue par ces personnes-là, par ces technocrates-là, qui vous disent, oui, le lancement de l'alerte, c'est d'abord, vous constituez un dossier, voilà. Alors que je rappelle que la loi de Sapin interdit aux personnes morales d'être des lanceurs d'alerte, ce qui est mais hallucinant.
là aussi, cette loi est tellement aberrante que moi, c'est intéressant, ça. Je m'excuse d'intervenir, mais c'est peut-être pour. Mais cette idée de dire, vous, personnes physiques, puisque seules les personnes physiques peuvent être, au titre de cette loi lanceur d'alerte, vous devez, d'une certaine manière, donner la responsabilité de l'évaluation qualitative de l'information que vous détenez, mais par contre, finalement, l'association qui est la personne morale qui pourrait justement, donc on vous dit, vous ne pouvez pas prendre cette responsabilité seule, mais on dit l'association dont la responsabilité est quand même plus difficile à atteindre ne peut pas le faire du tout. Et donc on s'aperçoit bien qu'il y a là effectivement un problème fondamental. Oui. Donc évidemment, pour moi, quand je pense lanceur d'alerte, si j'avais rédigé la loi, je me dirais les premiers lanceurs d'alerte possibles, c'est les ONG. Voilà, puisque effectivement c'est leur travail. Mais évidemment, on s'est bien gardé de mettre. C'était le cas dans la loi de 2013. Oui, mais la loi qui rectifie tout, qui redéfinit tout et qui est vraiment la base d'aujourd'hui du régime du lanceur d'alerte, c'est la loi de 2016. Et effectivement, on s'est bien gardé là de mettre les ONG. Alors, si vous discutez dans la rue avec vous faites du radio-trottoir, vous demandez, oui, ça doit être les ONG. Ah ben non, pas du tout. C'est un individu tout seul dans son coin, sans demander l'avis à personne, qui va se lancer dans cette grande aventure. Enfin, alors, je vais peut-être demander à Juan Branco de nous donner... Juste pour terminer, parce que votre question, c'était sur rendre public, rendre ça par l'intérieur. Effectivement, quand on parle du lanceur d'alerte, quand on réfléchit à ça 2 secondes, on se dit, oui, le lanceur d'alerte, c'est celui qui publie. C'est celui qui fait connaître à la presse, aux médias. Voilà. Mais quand vous au public. Oui, mais quand vous lisez la loi, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Le bon lanceur d'alerte, c'est le lanceur d'alerte qui ne fait pas parler de lui. Qui ne publie pas. Qui ne publie pas. Mais non, mais c'est vrai. Mais en fait, on ne le dit pas assez. Quand vous lisez la loi, qu'est-ce qui se passe ? Normalement, vous allez voir votre supérieur hiérarchique. Votre supérieur hiérarchique, oui, évidemment, vous avez raison, je n'y avais pas encore pensé. Tiens. Donc, il règle le problème et on n'entend plus parler. Voilà. Normalement, le lancement d'alerte, c'est ça. Un bon lanceur d'alerte, c'est un lanceur d'alerte mort, dirait Bolsonaro. Non, mais un lanceur d'alerte qui ne publie pas. Voilà. Et donc, il ne publie dans la loi, simplement, pour ceux qui n'auraient pas vraiment étudié la question, il ne peut s'adresser aux médias que s'il y a une urgence. Alors, tout à l'heure, on parlait d'interprétation subjective de la loi ou du lancement d'alerte ou de l'intérêt général, mais alors là, je vous prie de croire que la question de l'urgence, c'est une question de subjectivité pure, et je serais assez curieux de voir les premières décisions qui seront rendues à la matière. Un prochain rendez-vous, on en reparlera. Alors, Juan Branco... Ce qui vient d'être dit, c'est que c'est... et vraiment, je pense que le terme n'est pas du tout abusif en l'occurrence, c'est que c'est une loi scélérate. C'est-à-dire que c'est une loi qui va exposer les lanceurs d'alerte au lieu de les protéger et va les amener à faire tout le contraire de ce que Wikileaks conseille à ses sources, c'est-à-dire d'agir au plus vite, de se couvrir, de ne surtout pas faire savoir ou laisser le moindre indice qui permettrait de deviner qui s'apprête à révéler une information d'intérêt général et de mettre en œuvre toute une série de dispositifs pour se protéger d'éventuelles représailles qui seraient mises en œuvre soit par l'entreprise, soit par l'autorité étatique éventuellement, parce que le plus souvent, plus en fait vous touchez à des affaires d'intérêt général, plus les intérêts économiques et politiques sont reliés, et donc les moyens auxquels vous allez vous opposer vont à la fois combiner justement des moyens de représailles économiques et de pures représailles politiques et policières, c'est-à-dire d'emprisonnement et d'utilisation de l'autorité de l'État à votre encontre. Donc très clairement, en fait, il faut désobéir à cette loi si vous voulez être un bon lanceur d'alerte et si vous voulez faire ce que Wikileaks a permis à un certain nombre de sources de faire depuis sa création, et d'exposer les secrets des personnes importantes, parce que ces secrets-là ne sont pas le fruit, parce que en fait c'est intéressant, c'est vraiment une loi d'ordre, c'est-à-dire c'est une loi qui part du présupposé qu'il y a erreur en fait, qu'il n'y a pas intention de faire le mal de la part de l'entreprise, de l'autorité politique, etc. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire qu'on pourrait corriger et laver le linge sale entre nous, parce qu'en fait on s'est trompé, en fait. Tout le monde a le droit de prendre un petit... Alors qu'évidemment, les affaires dont on parle et les affaires qui sont censées être concernées par ces dispositifs de protection sont à l'inverse le fruit de démarches très structurées et visant volontairement
à faire quelque chose qui est négatif, qui pourrait être moralement qualifié de mal, et qui justement enclenche toute une série de procédures qui visent à masquer cette réalité, y compris au sein des institutions concernées, et à essayer d'empêcher tout surgissement de la vérité à ce sujet. En fait, on parle de démarches qui sont faites pour protéger des intérêts particuliers et qui vont soit détourner une puissance économique très importante, soit détourner des dispositifs créés pour défendre les biens communs au profit de quelques-uns. C'est en somme ce dont on parle. Et quand on parle de lanceurs d'alerte, on parle de personnes qui visent justement à dénoncer ce genre de processus. Or, cette loi va considérer que ça n'existe pas, en quelque sorte. Cette chose-là appartiendrait au domaine du complotisme, appartiendrait au domaine du fantasme. Et en fait, dans les faits, tout serait réglable, car tout le monde est de bonne foi, surtout les gens puissants, surtout les personnes qui sont en responsabilité dans les appareils de pouvoir. Donc en ça, oui, c'est une loi d'ordre, c'est-à-dire c'est une loi produite par des personnes qui sont inscrites dans un système pour se protéger elles-mêmes, en fait, des personnes qui viseraient à les dénoncer. Et c'est très intéressant parce que c'est extrêmement pervers. Et ça ressemble beaucoup, en fait, aux dérives politiques de ces dernières années. C'est-à-dire, on va avoir une sorte de discours qui va, en fait, masquer des démarches. Il y a cette phrase de Jean-Luc Godard qui dit aujourd'hui, les salauds sont sincères. C'est-à-dire, en fait, on essaie de créer une surcouche qui va nous donner en fait l'impression d'agir pour le bien, quoi. Même quand on est en train d'essayer de protéger notre intérêt. Et du coup, percer cette muraille qui est créée, cette muraille discursive, c'est déjà un premier enjeu très difficile, et dire en fait cette loi, excusez-moi l'expression, c'est une saloperie, c'est vraiment une loi scélérate. C'est quand même difficile parce qu'en effet, du coup, il y a eu tout un processus qui impliquait des dizaines d'organisations gouvernementales, d'associations qui ont cru, avec un pouvoir qui était censé être progressiste à l'époque, qui était censé justement porter quand même des ambitions qui étaient en faveur de ces individus-là. Et donc vous imaginez l'effort qu'il faut pour les personnes qui sont dans ces milieux-là, la dépense d'énergie pour ne serait-ce que faire voir ça, ne serait-ce que montrer qu'en fait, ces personnes sont de mauvaise foi. Parce que vous allez éventuellement, comme tout le monde, vous allez évidemment d'office attribuer un préjugé de bonne foi aux personnes qui vont vous dire mais oui, on est là pour défendre le bien commun, on va en effet défendre les lanceurs d'alerte, sinon à nouveau on va vous traiter de complotiste, on va immédiatement dire que mon téléphone de dealer est révélé, voilà, enfin, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment avoir un problème cérébral pour préjuger de la mauvaise foi de n'importe quel interlocuteur qui vient vous voir en disant mais oui, mais moi je viens défendre une idée enfin, voyez. Donc cette usure, elle est volontaire. Elle crée en fait déjà, en fait on est dans la guerre d'usure avant même d'être entré en plein pied dans le sujet. Et on arrive du coup déjà fatigué parce qu'on a dû faire un effort de conviction et de révélation du réel avant même d'avoir eu à traiter des sujets de fond. Donc on arrive un peu déjà exsangue, alors qu'en face on a des gens qui par ailleurs sont inscrits dans tous les dispositifs de pouvoir avec tout le confort qui va avec, et qui eux du coup trônent un peu là en fait et vous écrasent déjà de cette asymétrie. Alors, juste une réflexion par rapport à ce que vous venez de dire. En fait, ce qui est un petit peu intéressant dans ce que vous venez de dire, en tous les cas, ce que je note, c'est que finalement, on dit à la personne qui détient l'information, faites confiance à l'organisation. Vous avez un tiers, là, faites-lui confiance. Mais vous, attention, vous devez être de bonne foi. Et alors, c'est assez intéressant, ça, de voir ce truc où on exige à la fois à la personne d'être de bonne foi, mais d'apporter sa confiance au tiers qui, lui, par définition, par contre, sa bonne foi est présumée. Et donc, c'est intéressant. Vous m'excusez, je vois bien que vous voulez intervenir, mais j'aurais voulu qu'on avance un petit peu, parce que sinon, on ne va jamais arriver plus loin. Donc, alors, on parle de cette idée-là, de cette loi qui protège, mais j'avais une question à vous poser, je l'ai posée un petit peu tout à l'heure et on en avait parlé un petit peu. Certains pensent que pour protéger le lanceur d'alerte, il faut qu'il soit anonymisé. J'ai beaucoup entendu pendant ces trois journées, mais aussi dans l'ensemble des discussions, cette idée que finalement les journalistes peuvent protéger le secret des sources, que ça permet aux lanceurs d'alerte d'être anonymes. J'ai une question, est-ce que cette anonymisation, finalement, n'est pas un recul face à un pouvoir qui veut justement déresponsabiliser le citoyen dans la publication de l'information? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut absolument
que la personne qui va disposer d'une information qu'elle considère subjectivement comme grave et d'intérêt général, doit-elle disparaître pour la protéger? Est-ce que ce n'est pas un recul par rapport à ce droit et par rapport à ce pouvoir qui la met en risque? Francis Chateau-Renaud. C'est vraiment une question de fond et il faudra refaire l'année prochaine un tour là-dessus. Hein. On fait la demi-journée dessus. Je dirais qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. Sur les principes, effectivement, c'est vrai que là, ça pose un vrai problème. C'est carrément la démocratie qui peut y passer. C'est-à-dire généraliser l'anonymat et au fond une procéduralisation qui déshumanise complètement les actes, les prises de parole. Et du coup, l'intérêt pour le bien commun ou l'intérêt collectif, même s'il y a erreur de perspective, ça peut arriver. Il y a des fausses alertes, effectivement, mais pourquoi pas? C'est vachement intéressant, les fausses alertes. Elles révèlent comment notre vigilance collective fonctionne. La fausse alerte, et par rapport à la bonne foi, on a un article, c'est l'article 27 de la loi de 1880, oui. Je parle sous votre contrôle, Serge Portelli, qui dit qu'en cas de fausse information, la démonstration de la bonne foi libère de l'imputation. Voilà, oui. Mais encore faut-il que le droit soit lu et soit... Ouais, enfin bon, c'est compliqué. Hein. Donc il y a ce niveau-là. Mais il y a un autre niveau qui, à mon avis, est important, c'est celui de l'autonomie des milieux qui sont supposés recevoir et évaluer ces alertes. Alors, pour prendre un exemple que je connais bien, le milieu de la recherche. On peut dire qu'au fond, c'est un univers où les gens ont la liberté de parole. Hein. Il y a des principes, d'ailleurs, sur la liberté de recherche. On sait que les chercheurs sont relativement bien défendus du point de vue de la liberté d'expression. Il y a eu des combats. Il y a eu celui, par exemple, d'André Cicolella, qui a fait jurisprudence là-dessus, sur les éthers de glycol. C'est une vieille affaire, mais qui a joué un rôle important. Il y a eu l'affaire Menton sur le sel. Il y en a eu un certain nombre. Je peux vous dire que les évolutions continues des dernières années ne vont pas dans le sens d'une libération de la parole dans ces milieux-là, où c'est plutôt même l'inverse. C'est-à-dire qu'avant de prendre la parole dans un conseil scientifique, hein, c'est relativement à huis clos, j'en ai un après-demain, donc je sais de quoi je parle, vous ne voulez pas vous mettre à dos le président de l'université ou du CNRS, ou peu importe, vous avez des collègues qui vont vous regarder bizarrement en disant quel jeu il est en train de jouer, etc. Donc on est dans des jeux d'acteurs devenus extrêmement calculateurs, et où justement celui qui va prendre la parole va endosser un rôle politique. On va lui reprocher d'ailleurs de faire de la politique là où on ne doit pas en faire. Et donc l'enjeu, c'est aussi de remettre tous ces univers-là déjà dans leur fonctionnement relativement public, les remettre dans un fonctionnement public et avoir que tous les citoyens puissent comprendre comment ça marche. Je pense qu'il y a cette médiation-là, parce que c'est tout faire porter sur le lanceur d'alerte qui doit justement avoir le courage d'affronter tous ces interdits qu'on lui oppose, et je suis tout à fait d'accord sur le côté pervers, mais c'est d'autant plus pervers, plus que pervers, comme dirait un philosophe que j'aime bien, c'est qu'on a mis la loi des secrets des affaires en plus par-dessus, histoire de bien verrouiller. Donc c'est vraiment pervers. Là, il y a une intentionnalité, je pense, hein, du législateur, d'un certain groupe politique qui a le contrôle du Parlement, bien sûr. Mais donc on voit bien que c'est... vous voyez, il y a plein de médiations qui doivent être travaillées. On ne va pas travailler que sur dire aux gens, allez-y, jetez-vous dans le truc, on vous aidera, on va faire une maison des lanceurs d'alerte. Je la soutiens, bien sûr, dans son principe. Mais une fois que les gens sont lancés, ça va être très violent. Vous avez parlé de, oui, on risque sa vie, mais plus que sa vie, on engage les proches là-dedans. Moi, j'ai eu des gens en pleurs dans mon bureau qui venaient me voir, qui avaient perdu. Évidemment, ils avaient divorcé parce que c'était insupportable. Ils ne parlaient plus que de leurs affaires, de leurs procédures. Leurs amis leur tournaient le dos. Ils ne trouvaient plus de boulot parce qu'aujourd'hui, on est tracés un peu comme des lapins. On peut parler de ça aussi. Hein. Donc voilà, mais aussi de regarder du côté des milieux professionnels. Comment ils s'organisent, comment ils fonctionnent. Et au fond, qu'il y ait une lisibilité et donc du coup un débat public permanent sur ce qui fait l'autonomie, l'indépendance du journaliste, du chercheur, du médecin, de tous ces gens qui sont censés remplir des fonctions d'intérêt général, justement. Alors Juan Branco, je change l'ordre, hein, vous m'en voulez pas, Juan Branco, sur cette question d'anonymat, d'anonymisation de la source, qu'en pensez-vous? Je vais revenir à l'exemple que je connais le mieux. Wikileaks a vraiment une obsession qui est la protection de ses sources, c'est-à-dire ça prend deux niveaux, c'est-à-dire tant que c'est possible, s'assurer que l'identité ne pourra être ni connue ni devinée de la source en question pour qu'elle puisse continuer à exercer et qu'elle ne s'expose pas
à des répressions pénales, financières ou autres, qui en effet détruiraient un corps et le rendraient martyr sans aucun bénéfice. Et lorsque ce n'est pas possible, et c'est ce qu'a décidé, en fait, ce que Snowden a décidé, c'était qu'il a, en fait, il a conçu virtuellement dans son esprit toutes les possibilités qui s'offraient à lui, et il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune chance de s'en tirer s'il essayait de continuer à rester dans l'institution, parce qu'il savait qu'à un moment ou à un autre, il serait retracé. Donc à partir de là, il a décidé de s'échapper, et là, il a eu ce geste qui était de dire, de toute façon, je suis mort. Donc autant l'assumer et rendre public mon geste. Et il pensait vraiment que sa vie était finie. Hein. Snowden, c'est pas quelqu'un qui... d'ailleurs, non seulement lui, mais c'est là où ça devient fascinant. Vous parlez du conditionnement social de ces questions. Les journalistes du Guardian qui sont venus pour travailler avec lui, pour faire les premières révélations, considéraient qu'il était mort aussi. Au point, ils l'ont laissé à Hong Kong et ils se sont barrés sans se demander ce qui pouvait lui arriver. Et c'est Wikileaks qui a dû intervenir. Et il se trouve qu'on a eu la chance à l'époque d'avoir quelqu'un dans l'organisation qui s'appelait Sarah Harrison, qui avait vécu des années à Hong Kong et qui donc connaissait très bien la ville et qui a pu trouver très rapidement un avocat qui a permis de cacher Snowden dans une cache en fait, qu'il utilisait pour des migrants qui était en situation illégale dans la ville, et qui a permis de sauver cette personne qui était abandonnée. Tout le monde s'en foutait, y compris les journalistes qui avaient décidé de révéler l'information, parce qu'ils considéraient de toute façon que c'était tellement... En fait, ils s'en foutaient complètement, pardon, je suis un peu vulgaire dans l'expression, mais enfin, en même temps, ça dit quelque chose de la violence de la situation de cette période. Il y avait vraiment une absence de considération pour l'humanité, parce que l'obsession était évidemment à la gloire et au scoop, et en fait aux considérations dérivées, à la considération dérivée qui pourrait tirer de cette affaire. Et donc, en fait, finalement, l'humain qui est en face de vous se dissout très vite. Et deuxièmement, de toute façon, ils se disaient, on ne peut rien faire. C'était un monde qui était tellement délirant dans l'ampleur qu'il touchait, la révélation de millions de documents secrets de la principale puissance mondiale, alors qu'on se battait les 30 années précédentes pour avoir ici, là, un document, un autre document de temps en temps, et en soi, c'était déjà un énorme scoop, que de toute façon, tout ça, c'était comme une vague qui allait balayer tout ça. Et donc Wikileaks débarque par miracle et a réussi à sortir cet individu de la nasse dans laquelle il s'était enferré, et cet individu, considérant que de toute façon sa vie était finie, avait décidé du coup de faire exemple, et de dire, bah voilà, et d'assumer son geste, mais dans une dimension qui, pour le coup, est complètement sacrificielle. Ce qui est le cas dès le départ de Snowden, qui en fait peut le faire peut-être parce qu'il est un peu particulier, parce qu'il n'avait pas de famille, parce que toute une série de raisons, qui font qu'à un moment, il se dit, bon bah voilà, je suis prêt à arrêter ma vie parce que la considération d'intérêt général à laquelle on est à laquelle je fais face, le mérite. Cette situation, et Juliane m'a dit ça un jour et ça m'a beaucoup marqué, le héros, c'est la preuve d'un dysfonctionnement d'une société. Une société ne doit pas avoir de héros, et a fortiori de martyrs. Dès le moment que quelqu'un doit se mettre en position d'être admiré pour son courage ou autre, c'est que la société n'a pas mis en place des mécanismes de régulation suffisants pour le protéger et pour défendre le bien commun d'elle-même. Et donc, l'exception que constituent les lanceurs d'alerte, en fait, c'est une expression d'un dysfonctionnement de notre société. Et notre obsession devrait être de régler ce dysfonctionnement et pas seulement en fait, de compenser après coup en essayant de protéger comme on peut quelqu'un qui en soi a déjà fait un acte sacrificiel, parce que quoi qu'il arrive, il a déjà trahi. Il a déjà trahi dans un environnement social, même s'il l'a fait pour une cause supérieure, etc. Il s'est mis en fait, il s'est désolidarisé de la structure qui le socialisait. Et en fait, déjà, il va y avoir, quoi qu'il arrive, des dégâts pour lui, soit parce qu'il va devoir garder pour lui ce secret, et donc souffrir de cette distance que ça va créer psychiquement avec les gens autour de lui, soit parce qu'il va devoir sortir du système pour se protéger, ou il va être sorti parce qu'il va être sanctionné, et il va se retrouver à devoir se reconfigurer. Et évidemment, là, il faut créer des appuis, il faut créer des maisons de lanceurs d'alerte, il faudrait que l'État, ce serait ça, une vraie loi de protection des lanceurs d'alerte, crée des dispositifs indemnitaires, de réintégration, voire de validation d'acquis, tout simplement, en fait, qui vous permettent de réintégrer la sphère sociale publique en ayant un emploi de fonctionnaires ou autres qui, justement, mettent en valeur vos compétences. Et c'est seulement à ce moment-là, justement, que la question se pose. Vous voyez que c'est relativement marginal par rapport, en fait, à tout le travail qui doit être fait en amont pour s'assurer, justement, qu'un parcours est balisé. Antoine Deltour, qui était là, avec qui j'ai beaucoup... En fait, ce qui a sauvé Antoine Deltour, c'est le fait qu'il avait eu le concours de la fonction publique. C'est-à-dire qu'il avait un poste à vie. Peut-être préciser là-dessus, puisque François Hollande s'est un peu trompé dans son livre, que ça n'est pas l'État qui a donné un poste à Antoine Deltour, mais Antoine Deltour, bien avant, avait réussi son concours de la fonction publique, et ça n'est certainement pas
Ou plus précisément, c'est justement l'État qui a permis à Antoine Deltour de continuer à avoir une vie. Pourquoi? Mais l'État comme expression du bien commun, c'est-à-dire comme entité qui se préserve dans le temps et qui attribue un certain nombre de charges et de fonctions par le mérite, par le concours, qui sont inébranlables, quels que soient après vos actes, enfin, quelle que soit après la mise en tension que vous avez créée par rapport à l'édifice politique et aux gouvernants. Mais sans passe-droit. Voilà, c'est ça. Contrairement à ce que laisse entendre non, François sans Hollande passe-droit, dans mais son surtout sans nécessité de l'exception. C'est-à-dire d'intervention politique qui viendrait... Il y a un système, là, qui est le système de la fonction publique, qui permet en fait à des personnes de voir leur vie protégée parce que, justement, on a créé cet édifice qui est l'État, qui est censé être au service du bien commun. Serge Portelli. Oui, la fonction publique ne sera pas éternelle, hein, je vous le dis en passant. Mais voilà, mais ça cadre le... Il semblait bien m'avoir entendu. Non, mais c'est pas non plus la dernière soirée. On veut encore faire un salon l'année prochaine. Oui, Enfin, non, mais si je rappelle quand même, pour légèrement contredire de façon très amicale, ce que tu viens de dire, c'est que j'ai entendu un ministre du budget, je crois, il y a 2 semaines, disant que ça serait pas mal pour les fonctionnaires maintenant d'avoir des contrats. Voilà. Donc ça veut dire simplement que la fonction publique n'existe plus. On est bien d'accord. Hein, voilà. Donc, c'est pas un hasard, ça s'inscrit dans ce mouvement général, justement. Ah oui, oui. Et aussi, pour te contredire encore très amicalement, je pense que les guerres vont continuer, que la torture va continuer, que les banques vont continuer à frauder, que les États connaîtront des dysfonctionnements encore absolument horribles, que les entreprises vont continuer à frauder, que les laboratoires vont continuer à produire des médicaments qui seront absolument contraires aux principes de la santé publique, etc., etc., etc. Donc, sur la question de l'anonymisation, on était oui, mais sur c'est pour y venir. D'accord. Non, mais je pose ce préalable-là pour dire simplement que le monde va continuer à dysfonctionner très gravement. Donc on va avoir besoin de plus en plus de lanceurs d'alerte. Oui, voilà. Donc le lanceur d'alerte continuera malheureusement à être un héros, parce qu'il s'opposera à tout ce que je viens de décrire, à tout ce que le moindre livre d'histoire que vous feuilletez, même rapidement, vous apprend, c'est-à-dire que le mal est là et qui va continuer malgré tous nos efforts qu'il faut absolument poursuivre. Donc, pour revenir à la question de l'anonymisation, je vais peut-être décevoir certains, mais j'ai toujours, en tant qu'autorité judiciaire, un souvenir douloureux des renseignements anonymes et des dénonciations anonymes. Enfin voilà, je ne sais pas si vous voyez à quoi je veux faire allusion, mais la France était quand même considérée un peu comme un champion du monde en la matière. On a présenté pour l'ouverture le film Meeting Snowden et j'en profite pour dire que une de ses déclarations dans ce film, enfin, une de ses interventions, c'est « se taire aurait été pire ». Et la deuxième chose qu'on a faite, c'est présenter quelques extraits d'un documentaire qui s'appelle « Quand Vichy espionnait les Français », qui est sur le service des contrôles techniques, qui était en fait la surveillance de masse et qui récupérait bien sûr aussi ces dénonciations anonymes. Alors évidemment, on peut remonter jusqu'à Vichy, c'est sûr. Mais si vous remontez il y a très peu de temps, les étrangers en situation régulière, ça date pas d'il y a 3 siècles, hein, c'était aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, donc ça continue toujours. Donc moi, je pense que c'est mal posé le problème, enfin, je le dis franchement, du lanceur d'alerte. Parce que si on parle d'anonymisation, c'est simplement parce que le lanceur d'alerte n'est pas protégé. Voilà. Et si on avait vraiment la certitude, comme là, alors là je te rejoins à 100%, qu'effectivement il y a des vraies solutions pour protéger réellement les lanceurs d'alerte, héros malgré eux, à ce moment-là, pas besoin d'anonymisation. Mais aujourd'hui, je rappelle quand même pour ceux qui auraient loupé un chapitre de la loi de 2016, que dans la loi de 2016, on avait voté un système de protection, on va appeler ça comme ça, qui était mis à la charge du médiateur de la République. Voilà. Et le Conseil constitutionnel, on appelle ça les sages, la seule chose qu'il a enlevée, c'était ça. C'est curieux, parce qu'on a dit, oui, enfin, pour un argument juridique qui me paraissait un peu vaseux, enfin, on a le droit de critiquer le Conseil constitutionnel, en disant qu'il n'avait pas les moyens financiers, juridiques, pour effectivement assurer cette mission-là. Et puis, on a oublié de revenir sur ça. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de plus facile. Quand le Conseil constitutionnel déclare
une disposition anticonstitutionnelle, bon, bah, généralement, le législateur se dépêche pour refaire la loi, puis, ou alors parfois même le Conseil constitutionnel donne un délai au législateur pour dire, bah oui, donc j'annule ça, mais vous avez un délai de 3 mois, de 6 mois pour refaire une loi. Et il a oublié, c'est curieux. Voilà. Par contre, quand on lui a demandé ce qu'il pensait de la loi sur le secret des affaires, ah ben, il n'y avait rien à refaire. C'était absolument... tout était impeccable. Donc, voilà, je pense qu'on se moque un peu du monde et qu'il faudrait réellement avoir un dispositif lourd, j'allais dire, pour protéger les lanceurs d'alerte dans tous les domaines. C'est-à-dire, effectivement, parfois dans leur vie, ce qui peut arriver, avec une protection, parce que moi je m'occupe beaucoup des victimes, il y a dans la loi sur les victimes, même au niveau européen, tout un tas de dispositions sur la protection des victimes, pour les représailles, pour tout un tas de choses. Donc, on sait faire, on sait même très très bien faire. Il suffit de copier ces dispositions-là et de les mettre sur les lanceurs d'alerte. Et puis, il y a la protection financière, il y a effectivement le fait de leur trouver un emploi, le fait même de les indemniser. Enfin, il y a plein de solutions possibles, imaginables. Il suffirait que M. Sapin, non, il n'est plus là, enfin un autre, demande à ses conseillers de faire une proposition de loi. Et je pense qu'il y a vraiment, c'est une des plus, à mon avis, une des plus grandes urgences à l'heure actuelle, si on veut parler sérieusement des lanceurs d'alerte en France, c'est de faire ce qui avait été prévu par la loi de 2016, c'est quand même, ils y avaient pensé, mais de le faire de façon constitutionnelle, de façon à ce que ça soit validé ensuite par les juridictions. Voilà. Donc pour moi, si on fait ça, l'anonymisation n'est pas nécessaire. Et en plus, pour terminer quand même, je crois qu'on en avait déjà discuté, je pense que la responsabilisation des lanceurs d'alerte est quelque chose d'important. Pour moi, le lanceur d'alerte, effectivement, il prend des risques énormes. Ou on lui fait courir des risques énormes. On lui fait courir, oui, mais enfin, il les prend et les risques, c'est pour lui. Donc voilà, il faut qu'il y ait des garanties très très fortes dès ce moment-là et qu'il puisse se lancer dans cette aventure très périlleuse en sachant à peu près où il va. Et c'est le devoir de l'État, que ce soit d'ailleurs l'État français ou même au niveau européen, puisqu'on va peut-être en parler, j'en sais rien, mais ça serait quand même bien qu'au niveau européen, où on s'occupe de tas de choses, y compris toutes les directives sur le secret des affaires, choses comme ça, ça serait pas mal qu'il y ait une directive sur les lanceurs d'alerte. Ça fait un petit moment qu'on le demande, donc voilà, enfin, ils ont suffisamment d'imagination à Bruxelles pour s'en lancer là-dedans. Alors, il y a effectivement une directive qui est en cours d'élaboration, d'ailleurs avec une pétition pour que cette directive puisse éventuellement être votée avant la fin de la session parlementaire en 2019. Un tout petit point matériel, ça fait un peu plus d'une heure que l'on parle, donc je vous le dis parce qu'on doit finir à 7h30, il est 7h10. Et je sais qu'on ne va pas pouvoir finir la discussion, on le savait tous, je pense, en commençant malgré tout. Voilà, soit on a un échange avec la salle, et je pense que les gens dans la salle ont sans doute envie d'échanger avec vous. Est-ce que je peux vous demander un mot, rapidement, le point qui vous paraît important qu'on n'a pas abordé, de manière à ce qu'on puisse échanger avec la salle. Également, ça me paraît important. Moi, si je dois dire quelque chose, c'est que lancer une alerte, c'est aussi construire un collectif. C'est pas une personne seule contre un système et avec éventuellement des entités collectives qui vont surgir comme des ONG, des syndicats, etc. Il faut construire un réseau. C'est-à-dire s'il y a des gens qui, à un moment donné, sont amenés à se poser une question ou à observer quelque chose, c'est construire aussi le réseau d'appui en même temps. C'est-à-dire de ne pas faire de choses, enfin, construire tout seul un dossier et après s'étonner, au fond, effectivement, d'être condamné à ce dilemme entre l'héroïsation ou le silence. Il faut arriver à trouver des appuis et à les trouver. Alors, chez les proches, aller voir des scientifiques, aller voir des juristes, aller voir des associations, aller voir des
des amis, mais ne pas rester finalement dans une solitude. Et d'une certaine manière, Snowden n'est pas resté seul en fait. Il y a eu tout un travail de recherche d'appui à l'intérieur de la NSC. Le film de Poitras le montre bien. Il dit à plusieurs reprises comme ça qu'il a été déçu évidemment par pas mal de ses collègues, mais enfin, donc, faire ce travail de recherche d'appui. Alors il y a des cas où ça ne va pas marcher, bien sûr. Et donc il y a un philosophe que j'adore qui parle de transindividualité. J'adore ce concept. C'est-à-dire on n'a pas des individus et des collectifs. On a des choses qui passent de l'individu à l'autre. Et arriver à partager son signal d'alarme le plus en amont possible, à mon avis, c'est déjà une partie de la solution qui évite précisément de se retrouver seul dans des procédures qui effectivement écrasent tout dans l'état où elles sont. Ça, je suis entièrement d'accord. Serge Portelli, je suis désolé, mais on est toujours tenu un petit peu... Il y a deux possibilités qui s'offrent à nous, soit effectivement de créer une nouvelle loi ou une nouvelle directive, et il y a un besoin alors vraiment urgent de le faire, parfois même ne serait-ce que sur la protection. Voilà. Mais comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, le système normatif a ses limites. Donc la deuxième voie, c'est la société civile. Et aujourd'hui, dans le monde actuel, la société civile a parfois beaucoup plus d'importance, beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de force que la société politique dans son périmètre le plus étroit. Donc la société civile, c'est vous, c'est nous, c'est tout sauf le politique. Parce que le lanceur d'alerte, il est contre le politique. Il est contre l'économique, il est contre la sécurité. Donc il ne faut pas trop rêver non plus sur un système législatif qui serait très performant. En fait, le lanceur d'alerte et nous, on ne continuera à vivre que si l'ensemble de la société civile se mobilise, comme elle le fait de plus en plus. Donc moi, c'est sur quoi je compte, c'est ça, c'est 3 jours de colloque, c'est ça. Serge Portelli a un message d'espoir après l'intervention de tout à l'heure. Juan Branco. Non, mais c'est vrai que la question de la solitude est le plus grave danger pour n'importe quel lanceur d'alerte. La solitude et l'isolement, c'est deux choses différentes. C'est un état de fait, l'autre un processus, mais dans les deux cas. Mais c'est pour ça que moi, contrairement à vous, je défends vraiment le droit à la banalité pour le lanceur d'alerte à la normalité la plus absolue et donc à l'anonymat. Parce que je pense que dès le moment qu'il ne s'agit pas de délation, c'est-à-dire de dénonciation d'un individu, dès le moment qu'on est dans une lutte asymétrique contre un pouvoir bien plus grand que soi, parce que dès le moment qu'on lutte pour l'intérêt général, on se place a priori dans cette conception-là. Donc oui, donc dès à nouveau qu'on n'est pas dans la dénonciation de quelqu'un qui est plus fragile que soi, et bien à partir de là, il n'y a pas de menace de dérive du système et l'acte de l'alerte, mais qui en fait est juste un mouvement d'indignation, comme vous le disiez, c'est quelque chose qui touche à l'intime et pas justement à la sphère publique de l'individu. Et donc on peut très bien avoir une éthique très forte, mais que l'on veut garder pour soi. Mais par contre, on sent une tension très forte entre son soi le plus intime et le système dans lequel on s'insère. On veut que ce système s'insère, mais on ne veut pas pour autant devenir quelqu'un. On ne veut pas pour autant être marqué à vie par ce geste. On ne veut pas pour autant se voir transformé de A à Z, et on veut pouvoir peut-être continuer à avoir notre vie pavillonnaire avec notre famille, etc. Et notre petit travail qui nous intéressait, qui nous convenait, sans devenir tout d'un coup quelqu'un qui va avoir à subir la pression qu'impose la célébrité, l'exposition, sans avoir pour autant à devenir quelqu'un de parfait. C'est-à-dire parce qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe quand vous vous exposez publiquement? On va aller chercher vos intentions, vos défauts d'intégrité, vos fiches de paye, vos impôts, et on va essayer de vous dénigrer en tant qu'individu. Or, pour moi, c'est le dernier point avec lequel peut-être j'ai plus de tension par rapport à la loi Sapin et tout ce que charrie derrière. Lanceur d'alerte peut être un parfait salaud. Je m'en fiche complètement. Il peut se comporter comme un salaud dans sa vie privée. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ce qu'il révèle est vrai et révèle un dysfonctionnement à la société et peut apporter quelque chose à la société dans son ensemble, quelles que soient ses intentions. Quelles que soient ses intentions. Et donc c'est pour ça que le système américain ne me gêne pas en soi. S'il doit être rémunéré pour cela, si on doit rémunérer ce qui va en fait nous amener à vivre dans une société meilleure et à corriger les injustices, eh bien faisons-le. Et si les gens qui le font de façon intéressée et pas parce qu'elles croient en n'importe quel principe dont on peut après par ailleurs en plus justement considérer qu'il est empli de subjectivité, eh bien allons-y, c'est pas un problème. Et cette question s'est posée quand Wikileaks à un moment a proposé de rémunérer
les personnes qui leur proposeraient par exemple de révéler tel accord de la Troïka sur la Grèce, disaient on est prêt à donner jusqu'à 100 000 euros à la personne en question, et que cette personne du coup révèle ce haut fonctionnaire bruxellois qui est un salaud parce qu'il croit complètement dans cet accord de la Troïka, soit prêt à trahir ses salauds de collègues pour gagner 100 000 euros parce qu'il est vraiment un salaud, tant mieux, parce qu'à la fin, ce sera nous qui gagnerons. Et tant pis si c'est un salaud. Enfin voilà, on aura par là même réussi à aider des millions de personnes. Donc voilà, et en fait, Wikileaks a été extrêmement critiqué. Parce que tout d'un coup, ça rompait cette image d'Épinal, du lanceur d'alerte, comme le chevalier blanc qui est en fait une fiction complète. On a tous des intérêts dans notre vie. Et la récompense symbolique de faire un acte juste, et en soi, c'est un intéressement. On souhaite se revaloriser, etc. Donc, qu'elle soit pécuniaire, symbolique ou autre, il y aura toujours une dynamique de cet ordre-là. Alors, vous l'avez compris, on souhaitait dans ce salon interroger la protection du lanceur d'alerte, et vous l'avez vu qu'il y a beaucoup de questions qui se soulèvent, et ça nous paraissait intéressant. Malheureusement, le temps ne permet pas d'aller au bout, et je pense que ça mériterait effectivement une vraie discussion. Mais ce que l'on souhaitait à travers l'organisation de cette rencontre, c'était de dire que tout n'était pas que dans la bonne volonté, tout n'était pas que dans l'angélisme et dans les bonnes intentions, et qu'il y avait des vraies questions de fond qui se posaient, dont les réponses sont difficiles à trouver, nécessitent d'échanger énormément, et c'était vraiment le sentiment. Si vous me le permettez, je voudrais tout d'abord donner la parole à Elisabeth Borel, qui m'a interpellé tout à l'heure sur un point important par rapport à l'alerte, et notamment ce rapport. Oui, bonsoir. En fait, moi, ce que je souhaitais dire, c'est que j'étais sortie de l'isolement. Je ne me sens ni salope ni héros. Je suis juste un magistrat qui a connu l'assassinat de son mari et pour lequel la version officielle a été un suicide pendant 22 ans. Donc, si vous voulez, l'année dernière, nous avons lancé un collectif sur le secret défense parce que je n'avais pas compris depuis 22 ans qu'en réalité, les dysfonctionnements de la justice que je dénonçais systématiquement lors de chaque colloque n'étaient pas un dysfonctionnement, puisque le secret défense, c'est la possibilité pour l'État de déroger en droit commun, de délinquer. Donc, si vous voulez, ce que je n'avais pas compris, c'est que pour protéger l'assassinat de mon mari, l'État s'est permis de détruire les scellés, de faire pression sur les témoins, de faire de mon mari un pédophile, un corrompu, je ne sais pas, j'en oublie, un homosexuel, un pervers, enfin bon, tout a été dit, notamment par le prévôt, sur les qualités de mon mari. Nous avons donc monté ce collectif à 14 dossiers. Nous avons dans ce collectif des représentants des victimes du Rwanda, qui est un génocide. Nous avons la Maison des Têtes à Toulon, où il y a un missile qui s'est égaré dans un immeuble de la ville. Nous avons différentes affaires qui mettent en cause effectivement le vrai secret défense et le faux secret défense, c'est-à-dire l'usage du secret défense par l'État dans des dossiers où on couvre des services, et notamment ceux de l'armée ou de la police, mais qui ne sont pas des vrais secrets et intérêts supérieurs de la nation. Et puis il y a aussi les autres. Nous, ce qu'on voudrait, à travers ce collectif, c'est faire connaître aux personnes que ça peut tomber sur n'importe qui d'entre vous. Et à ce moment-là, vous devenez les ennemis de l'État, puisque vous contrez le secret défense. Et le secret défense, dans la communication qui est faite, c'est uniquement la protection de ce secret. On n'envisage ce secret que sous l'angle de la protection. On n'a jamais envisagé ce secret sous un autre angle, et on a organisé sa protection de façon absolue. Alors nous, ce qu'on demande, c'est effectivement qu'il y ait un vrai contrôle qui se mette en place, non seulement par l'intermédiaire de la juridiction administrative ou de la commission consultative du secret défense. Nous, ce qu'on veut, c'est un vrai contrôle juridictionnel de cette notion et de son usage. Parce qu'il faut savoir que l'État a le droit de tuer parce qu'il va invoquer le secret défense et que le secret défense le lui donne.
Et le droit de tuer, c'est pas simplement des terroristes. Le droit de tuer, c'est des magistrats comme mon mari. Le droit de tuer, c'est des témoins dans des affaires qui gênent. Et ça, dans des dossiers et sans contrôle. Et nous, ce que nous avons voulu dans le collectif, c'est rendre public cet autre aspect du secret défense. On vous montre. J'ai beaucoup aimé cet été l'émission sur France Culture sur Turing. Parce que ça montre effectivement qu'il y a des choses que l'État, le vrai intérêt supérieur de la nation, on le voit, on voit pourquoi il faut qu'il dure. Mais pourquoi, dans des dossiers où cet intérêt supérieur, que personne ne contrôle, même quand il existe, est-ce qu'il faut que pour ça, on démolisse des familles, on démolisse des victimes, on démolisse... C'est pas possible. Il y a un moment où il faudra que ça cesse. Alors, je ne suis pas un héros, je ne veux pas l'être. Je suis très heureuse d'être sortie de mon isolement. Il y a maintenant avec nous des historiens. Nous, ce qu'on veut faire, c'est des tables autour du droit des archives, du droit sur le secret défense, parce que je pense qu'il peut être réglementé. Et je me suis aussi aperçue qu'en dehors du secret défense, il y a aussi des documents qui sont marqués, tamponnés secret défense, donc dans le code, c'est ce qui les protège, mais en réalité qui ne figurent sur aucune liste, aucun inventaire des pièces classifiées. Donc il n'y a pas simplement le secret défense, il y a aussi toutes les archives secrètes. Et c'est contre tout ça qu'on veut essayer de faire ouvrir un petit peu la discussion pour que le secret défense ne soit pas envisagé que sous l'angle de sa protection. Merci de ce témoignage. Je vous propose qu'on prenne 3 questions. Merci. Je vous propose qu'on prenne 3 questions. Là, il y a une première question, le jeune homme à lunettes. Je vois qu'il y a une deuxième question au fond. Et une troisième question, là, sur la gauche. Christine, après le monsieur. Alors, le jeune homme à lunettes. Oui, moi je voulais revenir sur la question de l'anonymat en fait du lanceur d'alerte. Alors je sais pas, moi j'ai toujours un peu du mal à faire la différence entre le lanceur d'alerte et une source en fait. Mais j'ai l'impression que vous avez vachement mis l'accent sur le fait que l'anonymat ne serait plus nécessaire si la source ou le lanceur d'alerte était protégé juridiquement et financièrement, enfin s'il était aidé. Mais il y a une autre question peut-être qui se pose, c'est-à-dire que à partir même s'il est protégé, l'anonymat est peut-être intéressant à conserver parce que cette personne-là peut donner peut-être l'alerte plusieurs fois. Et peut-être que c'est assez rare en fait un lanceur d'alerte ou une source et que à partir du moment où ça devient quelqu'un de public, généralement, il sera moins souvent témoin de dérives ou de, enfin voilà, certainement on le mettra à l'écart on se protégera du fait qu'il puisse donner l'alerte, justement. Donc la question, c'est un petit peu, est-ce que cet anonymat ne permet pas une récurrence de l'alerte, finalement, et ne peut pas être quelque chose de positif? Il y avait un monsieur tout au fond, on répondra peut-être à la batterie de questions. Oui, très rapidement, cette semaine, c'est moi, pardon. Oui, on vous voit. Et Voilà. après le monsieur là, à gauche. Cette semaine, le président du CNRS a annoncé enfin les nouveaux dispositifs pour le lancement d'alerte au sein de cette grande institution. Et on y a appris, ce qui va être d'intérêt pour la salle, que les alertes lancées auprès du CNRS ne pourront pas être anonymes. Toutefois, la confidentialité sera garantie. On y apprend encore qu'après enquête, une fois que la chose est enquêtée, si jamais l'enquête conclut qu'il n'y a rien de grave, on peut se retourner contre la personne, qui donc ne peut pas être anonyme, à qui on garantit la confidentialité. Le CNRS a été pris dans des enquêtes récemment, démontrées par le journal Le Monde, où en gros, l'institution CNRS a couvert manifestement de la fraude scientifique. Donc j'aimerais votre commentaire par rapport à ça, parce que monsieur le juge a très bien commenté sur l'intérêt, enfin le problème lié à l'anonymat. Donc le CNRS ne veut pas d'anonymat, garantit la confidentialité, mais s'autorise le droit de se retourner contre les personnes, alors qu'elle vient de montrer qu'elle pouvait être biaisée dans ses enquêtes. D'accord, donc avec le risque de sanction. Une troisième question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Si on considère donc, comme ça a été dit tout à l'heure, que le lanceur d'alerte est contre le politique, y a-t-il une attitude générale du parquet face à ces lanceurs d'alerte, étant considéré que le parquet est un organe éminemment politique? D'accord, alors voilà, le rôle du parquet. Bon, des questions de fond. Alors,
Je vais vous demander des réponses un peu concises parce que je suis désolé, mais comme vous le savez, la salle doit fermer. Normalement à 7h30 nous finissons et je voudrais tout à l'heure appeler un petit peu des gens qui ont participé à ce salon puisque c'est la fermeture. Francis Château-Renaud. Oui, non, c'est des très bonnes questions. Là, il y a un programme de recherche pour plusieurs années, merci. Moi, le CNRS, je n'en parlerai pas parce que j'ai vraiment des rapports extrêmement détestables avec la hiérarchie du CNRS. Je ne suis pas CNRS, donc mon labo n'est même pas UMR. Vous savez, je ne suis pas UMR, donc je n'existe pas. C'est-à-dire que le groupe de sociologie pragmatique et réflexive, qui est en passe d'être détruit d'ailleurs, parce que justement n'étant pas une unité mixte de recherche, qui est la norme aujourd'hui, si vous n'existez pas, si vous n'êtes pas indépendant du CNRS, a réussi à développer ses travaux précisément parce que je n'avais pas de rapport avec cette bande de... Bon, c'est filmé, donc je ne sais pas. Non, effectivement, l'anonymat, c'est vraiment une question. Alors, vous voyez, confidentialité, anonymat. Moi, je plaide et je suis un pragmatiste en philosophie, c'est-à-dire je crois à l'ouverture des publics, à la création des problèmes publics par la construction de collectifs, de réseaux, si vous voulez. Je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que justement à dépasser, transcender un peu l'opposition entre individus et société, qui finalement est toujours présente dans notre affaire. On a l'État, l'intérêt général et les particuliers, qui peuvent évidemment avoir des pouvoirs très différents, et normalement le rôle d'un État juste, c'est de rééquilibrer les pouvoirs, ou d'assurer en tout cas une justice. Bon, évidemment, on n'est pas du tout dans un monde de ce type-là. Donc je pense que l'anonymat doit se calculer vraiment au cas par cas en fonction des milieux dans lesquels l'alerte doit circuler. Une alerte, ça doit ouvrir un débat public. Une alerte, pour moi, réussie, c'est une alerte qui crée un problème public, qui va permettre à des opinions de s'exprimer, à des questions de se poser, à des connaissances de surgir. On va découvrir des mondes. Avec le Mediator, on a découvert tout un monde de la pharmacie qu'on avait un peu oublié. On a découvert aussi que l'agence du médicament, qui était la solution, rappelez-vous, aux crises sanitaires des années 90, ben, elle n'était pas aussi vertueuse qu'elle s'affichait sur son site web. Ben, j'exagère un peu, mais voilà. Alors, est-ce qu'Irène Frachon ne lance plus d'alerte? Si, elle est déjà au travail sur de nouveaux cas, mais elle collectivise son processus. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est pas elle qui va forcément être en première ligne. Donc, elle va être un relais. Donc, je pense que le fait de sortir de l'anonymat permet aussi de donner un référent, un point de repère à d'autres et de construire ces collectifs. Donc là j'avoue que si je devais choisir vraiment, je serais plutôt pour désanonymiser, et aussi effectivement pour ces mauvaises périodes de l'histoire qu'on a connues. J'ai beaucoup accompagné des collectifs de sans-papiers dans les années 90. C'était une autre époque, c'était un autre dossier, on va dire, hein, avec les Saint-Bernard, enfin cette époque-là. Et je sais qu'à l'époque, il y avait une ouverture qu'on ne va plus trouver aujourd'hui. Hein, et aujourd'hui, une méfiance, une tension qui est extrême. Alors il y a eu des changements politiques, il y a eu toutes sortes de choses. Ça a été, finalement, on s'enfonce dans le noir. Hein, donc c'est vrai qu'on peut effectivement avoir une vision assez pessimiste. Moi, je crois beaucoup à l'ouverture par les collectifs. Et donc effectivement, le problème de la recherche, c'est pas la relation à la hiérarchie, dont moi je me fous complètement, mais c'est plutôt l'organisation des collectifs de chercheurs aujourd'hui qui est problématique. Les chercheurs sont tous en compétition les uns contre les autres, sont dans une logique marchande et entrepreneuriale, à décrocher le plus de financement possible, avoir du ranking, à compter leurs publications. C'est pathétique. Et effectivement, s'il y a des problèmes, eh ben, ils viennent aussi de ce dysfonctionnement collectif foncier. Et ça répond aussi d'une certaine manière par ricochet aux autres questions. Mais comme je n'ai pas le droit d'être trop long, je passe la... Alors, je passe la parole. Merci Francis Château-Renaud. Je passe la parole à Serge Portelli, puis à Juan Branco. Oui, moi je maintiens que je suis un peu sceptique sur l'anonymisation. Et il y a un autre argument que je n'avais pas avancé, mais en fait, dans la réalité, quand on lance une alerte, on sait très bien tout de suite de qui il s'agit. Et ça, il y a effectivement des façons de tracer les lanceurs d'alerte qui sont absolument évidentes. Et j'allais dire surtout, plus la structure est petite et plus on le sait. Raphaël Allais a été identifié, Antoine Deltour identifié. Oui. N'importe quelle clé USB ou photocopie même. Oui, parce qu'on ne devient pas lanceur d'alerte comme ça du jour au lendemain. Ça veut dire que dans les semaines, dans les mois, voire dans les années qui ont précédé, on a fait preuve d'une indépendance d'esprit, on a dit des choses. Ce n'est pas quelque chose qui se bâtit dans le silence et en cachette. Voilà. Donc on finit très bien par savoir, surtout dans les milieux où l'informatisation est reine, et Dieu sait que dans tout ce qui concerne l'État, dans tout ce qui concerne les banques, dans tout ce qui concerne les entreprises,
où on ne peut déjà pas faire un pas sans badger absolument sur toutes les portes d'entrée, évidemment que le lanceur d'alerte, très 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 vite, est connu. Donc pour moi, le lanceur d'alerte, oui, il est héros malgré lui, c'est ça que je voulais dire. Et bon, ça peut être effectivement le dernier des salauds. Oui, mais ça, je suis bien d'accord. Mais même si c'est à titre personnel quelqu'un de pas très recommandable, c'est un citoyen exemplaire. Voilà. Et ça, on ne peut pas le lui enlever. C'est comme ça. Et les lanceurs d'alerte, vous posiez la question tout à l'heure, il y en a qui ont lancé des alertes plusieurs fois et dans des domaines absolument très différents et qui étaient tout à fait connus. Alors, on parlait d'une lanceuse d'alerte tout à l'heure, mais ce n'est pas la même. Donc, le fait d'être connu, que son identité soit divulguée, ça n'empêche pas de continuer son action et dans des domaines très très différents. Donc pour terminer, je ne parlerai pas du CNRS puisqu'on a déjà dit suffisamment de mal, mais en ce qui concerne le parquet, effectivement, ça me paraît la solution idéale. Voilà, parce que le parquet, c'est le représentant de la société, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui... Non, là je rêve. Non, excusez-moi. Merci. Voilà. Donc, mais c'est vrai que dans un système idéal, ça serait exactement ça. Mais je ne veux pas vous faire un cours sur l'indépendance du parquet, qui n'existe pas. Juan Branco. Non, moi je maintiens que dans la mesure du possible, et il faut vraiment se battre pour ça, que le choix de l'anonymat ou pas reste dans les mains du lanceur d'alerte et que ce soit à lui de définir son identité, qu'elle soit politique ou non justement, et qu'il puisse décider de devenir quelqu'un d'engagé publiquement ou au contraire de demeurer la personne d'un acte qui lui sera tombé dessus parce qu'elle sera tombée à ce moment sur cet événement sans avoir pour autant derrière à devenir un héros politique ou juste un personnage politique. Mais en fait, moi, la chose la plus importante que je voulais dire, qui est qui me concerne le moins, mais c'est vraiment important, et j'étais très heureux que vous l'applaudissiez, parce que la présence de Madame Borrell ici est vraiment fondamentale, et elle interroge en fait cette affaire bien au-delà de la question du secret défense, le rapport de la société. C'est-à-dire qu'en 2 mots, quand même, on a retrouvé quelqu'un qui était précipité au bord d'une falaise avec un jerrycan d'essence à côté, et pendant des années, on a réussi à faire croire ou à maintenir le doute sur le fait qu'il s'était suicidé. C'est-à-dire, ça interroge sur la crédulité, ou en tout cas notre volonté de ne pas voir ou d'être prêt à tout accepter de la part d'un discours d'un pouvoir établi. C'est-à-dire que même face à quelque chose qui, quand même, est évident, on est prêt à laisser la vérité être masquée ou semi-masquée pour ne pas nous-mêmes avoir à se sentir responsable de ces situations et à avoir à agir, parce qu'évidemment ça nous mettrait tout de suite en position de rupture par rapport aux institutions, et à préférer laisser des individus comme vous seuls avoir à se battre. Heureusement que vous avez eu l'énergie, les moyens aussi, la protection statutaire, des avocats, enfin toute une série de dispositifs qui vous ont plus ou moins aidé et permis de survivre à quelque chose auquel beaucoup de personnes n'auraient tout simplement pas survécu et qui de toute façon vous ont beaucoup trop coûté. Et je pense que vraiment, gardons à l'esprit cette chose, c'est-à-dire notre, en tant qu'individu et en tant que société, parce qu'on est toujours dans le rapport aux institutions, à l'État, à ce qu'il faudrait changer chez les autres en fait. Mais en fait, nous-mêmes, il y a évidemment quelque chose qui va nous amener à nous rendre complices de ce système et qui va nous amener à laisser sur le côté des personnes qui ne devraient absolument pas l'être. Voilà. Merci à tous les trois, merci à vous. Je voudrais pour conclure ce 4e salon Délivrer l'alerte, appeler Gilles à côté de nous, je voudrais appeler Alexandre, je voudrais appeler Carole, me faites pas l'injure de ne pas venir sans, parce que après je me souviens pas, Gilles, Catherine, Sabine, Marie, j'ai pas oublié Marie ce coup-ci, Catherine bien sûr. Dites-moi qui j'oublie là parce que j'ai Fabrice, excusez-moi, Gilles, le 2e Gilles. Voilà, je voudrais venir parce que en fait, voilà, c'est une dizaine de personnes qui organisent ce salon. Hélène, elle est où Hélène qui a lu tous les livres également. Voilà, c'est une dizaine de personnes, des citoyens qui sont engagés. Toute l'année, nous organisons ça. Et je voudrais maintenant que nous rejoignent tous les bénévoles qui vous ont accueillis aujourd'hui. S'il vous plaît, toutes les personnes qui ont participé. Christine, Odile, venez, Mercedes,
Que je vous appelle pas tous parce que sinon on va pas y arriver. Boris, si vous pouviez descendre vite parce que après il faut qu'on arrête, vous le savez. Voilà, venez ici sur scène parce que Mercedes, s'il te plaît, voilà, qu'on n'appelle pas tout le monde deux fois. Vous connaissez là les bénévoles, venez. Mathieu, tu viens avec nous également. Voilà, venez ici. Qui est-ce qu'on oublie? Alors, il y en a qui sont repartis parce qu'ils habitaient en province. Je voudrais juste conclure parce qu'en fait, on n'a pas fini notre discussion. Ben non. Et alors, ce que je voudrais vous dire, et c'est pour ça en fait que je demande à tous les bénévoles de venir, c'est que ce salon, bien sûr, fonctionne. J'aurais bien aimé aussi que tous les personnels de la Maison des Métallos puissent venir, mais ils ont tous du boulot, alors ils ne peuvent pas venir. Je voudrais remercier toutes les personnes de la Maison des Métallos. Tout ça n'existerait pas sans l'équipe de la Maison des Métallos, sans bien sûr la direction. Je veux qu'on leur remercie également parce qu'ils font un travail exceptionnel et ils nous accueillent avec beaucoup de chaleur humaine et c'est quelque chose de très très important. Sans eux, tout ça n'existerait pas. Je voudrais juste conclure sur cette table ronde, puisqu'on n'a pas terminé notre rencontre. Merci, c'est super. Et je ne sais pas qui c'est qui fait les photos, mais serrez-vous, sinon on ne va pas y arriver. Serrez-vous un petit peu. Je voudrais vous dire quelque chose et finalement vous faire une proposition, puisque nous, on y arrive. Il me semble absolument nécessaire d'organiser un vrai colloque sur ces questions de protection du lancement de l'alerte. Et ça, c'est dans vos mains. On peut vous aider, parce qu'on a quelques contacts maintenant, puisque on a eu la confiance et je vous remercie tous pour votre confiance. Mais on peut organiser ça, un véritable colloque. C'est dans vos mains. Sachez qu'on est prêt à vous aider à le faire. Si certains d'entre vous veulent prendre ça en charge, on aidera pour le faire. Merci en tous les cas à tous. Merci d'être venus à ce 4e salon.